Bien, bonjour à tout le monde. Merci à Grégoire pour l'invitation. Et voilà, donc là, ce que je veux vous présenter, c'est un travail, une collaboration avec Malik et Alexandre Ratchov, là, qui est informaticien. Donc Malik en tant qu'artiste, musicien, et Alexandre, informaticien. Et moi, mathématicien et amateur d'informatique et de musique aussi. Et donc l'objectif dans ce travail commun, c'était plusieurs choses. D'une part, une question très ancienne qui intéresse tout le monde, c'est pourquoi on apprécie l'harmonie. Et donc, essayer d'étudier ça, hein, même si ça a été beaucoup étudié, il y a beaucoup de choses là-dessus dont je vais parler. Et représenter ça géométriquement, donc visuellement, les couleurs harmoniques, les accords. Et essayer là, on va pas du tout parler de musique tempérée, donc on utilise toutes les fréquences possibles, et en particulier donc les intervalles justes. Et puis deuxième objectif, c'était donc, pour pouvoir travailler avec Malik et avec des musiciens, faire quelque chose d'utilisable sur scène, et à la fois pour la composition, mais aussi pour l'improvisation. Donc Alexandre parlera plus de ça. Alors je vais pas, déjà je suis mathématicien, pas musicologue ou musicien, donc je ne connais pas vraiment toute la littérature. Ce que je voudrais dire, c'est référer à des ouvrages récents, par exemple Dave Benson sur mathématiques et musique, où là il y a beaucoup de choses sur toute l'histoire des études sur la musique juste, par exemple. Je vais redéfinir ça. Et en particulier, nous, ce sera assez élémentaire ce qu'on va utiliser, la musique juste. Hein, les idées sont présentes, par exemple, dans les ouvrages de Euler au XVIIIe siècle. Et puis, un autre ouvrage que je trouve intéressant, qui est assez récent, c'est en neurosciences, sur pourquoi on apprécie la musique. Donc, ce qui apparaît dans cet ouvrage, c'est que c'est encore assez mystérieux. C'est pas au niveau de l'oreille, mais c'est plus profond au niveau des neurones. Et donc, l'appréciation des intervalles, etc., c'est encore quelque chose qui fait beaucoup de sujets de recherche actuels. Et ce que je vais vous présenter a été écrit dans un article avec Malik et Alexandre, un article récent, donc voici la référence. Alors, pour préciser les choses, hein, je reprécise ce que c'est une note, même si cette définition est très imparfaite et très grossière. Donc, une note de fréquence donnée, F, ce sera un signal qui est périodique en temps, comme l'image du bas. L'image du bas, par exemple, c'est Malik qui chantait un A à une fréquence donnée, et donc ça donne ce signal temporel. Alors, bien sûr, ce qui est important dans un signal périodique, ce sont ces harmoniques. En mathématiques, c'est les fréquences, les modes de Fourier dont il est composé. Donc, pour un signal de fréquence F, il contient les fréquences 2F, 3F, etc. Et avec certaines amplitudes. Et ce spectre d'amplitude, ici à droite, peut-être on ne voit pas tout. Voilà. Le spectre d'amplitude, c'est ce qu'on appelle l'amplitude des harmoniques. Voilà. Et les instruments de musique, en première approximation, aussi génèrent des signaux périodiques. Et le spectre d'amplitude caractérise le timbre de la note. Et ensuite, avec ces notes musicales ou des voyelles, on peut les combiner et former des intervalles de musique, des accords. Alors un intervalle juste ou un accord juste constitué de deux notes, ce seront donc deux notes dont les fréquences F1 et F2 sont en rapport rationnel. Donc F2 sur F1, c'est A sur B, un nombre rationnel. Par exemple, 1 sur 1 l'unisson, 2 sur 1 l'octave, 3 sur 2 la quinte, 4 sur 3 la quarte, etc. Et ce qu'on peut observer, alors voilà, la question c'est pourquoi on s'intéresse à ces intervalles. Alors clairement, toutes les cultures les apprécient. Hein. Et donc je ne vais pas essayer de justifier ça, je réfère plutôt au livre sur les neurosciences. Mais physiquement, ce que ça signifie par exemple, c'est que lorsque vous avez une note de fréquence F1 avec toutes ces harmoniques qui sonnent simultanément avec une note de fréquence F2, et si le rapport de fréquence est 3 sur 2, ça signifie qu'il y a des coïncidences dans les harmoniques en fréquence. C'est peut-être ça qu'on apprécie, je ne sais pas vraiment. Mais dans la suite, on va s'intéresser donc à ces intervalles. Et donc, ça paraît simple, mais c'est pas si simple que ça, parce que des nombres rationnels, il y en a une infinité. Et alors, voici une façon de les représenter qui a été introduite par Euler dans son ouvrage en 1739.
Donc je donne cette représentation à travers un exemple. Par exemple, si on a deux notes de fréquence F1 et F2 en rapport de quinte, donc dans le rapport de fréquence c'est 3,5, lorsqu'on prend le logarithme, ça correspond à un décalage dans le logarithme des fréquences, c'est-à-dire que le logarithme de F2, c'est le logarithme de F1 moins log de 2 plus log de 3. Et plus généralement, l'arithmétique nous apprend que toute fraction se décompose avec les nombres premiers, et donc on pourra représenter ce décalage sur un réseau qu'on appelle, qui est donc généré, c'est un réseau de dimension infinie, et chaque dimension correspond au nombre premier, 2, 3, 5, 7, etc. Par exemple, pour cet intervalle de quinte, dont le décalage de fréquence c'est le facteur 3,5, et donc en logarithme, il faut ajouter log de 3 et soustraire log de 2, eh bien on considère là dans cette représentation les trois axes. Alors je n'ai pas dessiné les autres, mais il faut imaginer que tous les nombres premiers participent. Là le nombre premier 2, le nombre premier 3 et le nombre premier 5. Et donc partant de la note Do, pour arriver à sa quinte qui est Sol, il faut décaler dans le sens négatif en log de 2, parce qu'on fait moins log de 2, et plus log de 3, et on arrive au Sol. Voilà. Un autre exemple, c'est vraiment élémentaire, mais pour illustrer ça, pour faire l'intervalle de tierce majeure, on passe du Do au Mi en faisant un rapport de fréquence 5 quarts, donc c'est 5 divisé par 2 divisé par 2, et donc en logarithme, partant du Do, il faut rajouter log de 5, donc on utilise la dimension du nombre premier 5, et puis divisé par 2, on soustrait 2 fois log de 2, et on arrive au Mi. Voilà, et on arrive à ce point bleu. Et c'est ça qu'on appelle le réseau Tonets, qui représente tous les intervalles justes. Alors il faut imaginer qu'il est infini. Non seulement infini parce qu'on peut se décaler en facteur 2, qui correspond à l'octave, sur toutes les octaves. Le facteur 3 correspond à la quinte, mais de façon infinie. Le facteur 5 correspond à la tierce majeure, on peut se déplacer autant qu'on veut. Mais il y a aussi les facteurs 7, 11, 13, etc. en principe. Donc il est multidimensionnel. Et je ne l'ai pas tout représenté. Et Euler, dans son ouvrage et dans la plupart des articles, on ne représente pas cette image-là en 3 dimensions, mais une projection où on oublie le facteur 2, tout simplement parce que le facteur 2, c'est l'octave, et de changer d'octave, on garde le nom de la note. Donc lorsqu'on regarde cette image par devant, vous voyez, les 3 notes Do, Mi, Sol, on les voit comme ça, formant un triangle. Et ça, c'est ça le Tonets habituel qu'on voit dans l'ouvrage de Euler. Alors ça, c'est pour représenter les intervalles. Et ces intervalles, bien sûr, c'est une fraction, donc l'unisson, bien sûr, c'est le plus naturel, l'octave, la quinte, ils sont hiérarchisés. Et pour les hiérarchiser d'une façon naturelle, comme ils correspondent à un décalage sur ce réseau, eh bien, on va utiliser la distance. Par exemple, la distance entre Do et Sol, c'est la longueur pour aller de Do à Sol. Donc il faut se déplacer selon ces deux arêtes. Et donc on va définir la dissonance de l'intervalle Do-Sol comme cette longueur. Et Do-Mi, ce sera cette longueur qui est un peu plus longue. Donc c'est une définition très naturelle, et mathématiquement, ça correspond à une distance qu'on appelle la longueur L1 sur ce réseau. Donc la dissonance d'une fraction A sur B, ce sera log de A plus log de B, autrement dit log de A fois B. Donc plus A et B sont grands, plus cette distance est grande. Et l'unisson, qui est 1 sur 1, a une dissonance qui est log de 1 qui vaut 0, donc il est très résonant, on va dire. Donc cette image, qui a été étudiée, je crois, déjà par Euclide, qui s'intéressait aux fractions, aux nombres premiers, trace, en abscisse, on a toutes les fractions comprises entre 1 et 2, donc là j'ai pris leur log, donc entre log de 1 qui vaut 0 et log de 2 qui vaut log de 2. Et donc ça correspond à un intervalle d'octave en musique, et là j'ai tracé verticalement la dissonance, donc log de A fois B, et vous voyez, pour chaque fraction, donc il y a une infinité de fractions, il y a une infinité ici de barres rouges, on associe leur dissonance, et ce qu'il apparaît, c'est que la dissonance, là, elle vaut 0, puis elle augmente en allant vers le bas. Donc, l'unisson, qui est ici, a une dissonance 0. Ensuite, l'octave, qui est ici, a une dissonance 0,6, donc c'est encore très petite dissonance, etc. Et puis, alors, je grossis un peu. Et vous voyez apparaître toutes les fractions avec classées comme ça, hiérarchisées. Et alors on remarque que là j'ai mis des traits bleus qui correspondent à la division égale de cet intervalle, donc de l'octave, en 12 parties égales. Et c'est ce qu'on appelle le tempérament égal, qui est utilisé depuis quelques siècles en Occident. Eh bien il a été choisi justement parce que la quinte coïncide de façon quasi parfaite avec cette division, et la quarte aussi.
et plus généralement toutes les fractions qui utilisent seulement le nombre 2 et 3. Mais vous voyez, il y en a beaucoup d'autres qui sont intéressantes, donc des intervalles justes intéressants, par exemple ce 7 quarts ou ce 11 huitième ici, vous voyez, qu'on pourrait apprécier et pas reproduire avec la musique à tempérament égal. Donc nous, on s'intéresse vraiment à cette musique juste, à tous ces intervalles justes qui sont représentés ici par des pics rouges, et on va s'intéresser aux plus importants. Alors là, j'ai parlé d'intervalles, mais bien sûr, on pourrait mettre ensemble plusieurs notes et former des accords. Donc ce qu'on appelle un accord juste, c'est simplement un ensemble de n notes constituées d'intervalles justes. Et la dissonance de cet accord, ce sera la somme des dissonances de tous les intervalles dont cet accord est composé. C'est une définition comme une autre, c'est celle qu'on a choisie. L'analogie, par exemple, avec une molécule en physique, l'énergie de liaison de la molécule, c'est la somme des énergies de liaison entre les atomes. Donc c'est un peu cette image qu'on peut avoir. Donc dans l'exemple le plus simple de la triade majeure, Do, Mi, Sol, vous avez une quinte entre Do et Sol, c'est le facteur 3 de Mi, une tierce majeure 5 quarts entre Do et Mi, et entre Mi et Sol, vous avez un intervalle, une tierce mineure, mais d'après cette combinaison, c'est 6 cinquièmes. Et donc on les a déjà représentées tout à l'heure, donc Do, Mi, Sol, voici les trois notes qui représentent l'accord de la triade majeure, et là, lorsqu'on l'a projeté. Et sa dissonance, tout simplement, il faut faire la somme des dissonances de chaque intervalle, donc c'est log de 5 fois 4, plus log de 3 fois 2, plus log de 6 fois 5, vous obtenez 8,18, bon, pourquoi pas. Et je continue, maintenant qu'on a représenté les accords comme des ensembles de points sur ce réseau multidimensionnel, on voudrait savoir pourquoi des accords ont des couleurs différentes, et donc apprécier la couleur d'un accord, majeur-mineur par exemple, avec la forme de ces notes. Alors voici ce que ça donne, et ça aussi c'est assez bien connu, beaucoup étudié. La triade majeure, on l'a vu, c'est ces trois notes, Do, Mi, Sol, ces trois points bleus. Et la notion importante pour caractériser cette forme, par exemple, c'est de regarder tout le parallélépipède, vous voyez, minimal, qui contient ces trois notes. Donc ce sera l'ensemble de ces 12 notes, ici marquées par des points noirs. Vous voyez, c'est ce qu'on va appeler la chambre de l'accord. C'est le parallélépipède minimal qui contient les trois notes de l'accord. Et dans cet ensemble de notes, il y a une extrémité de fréquence la plus basse, donc c'est le point extrême ici, c'est le fond de cette chambre, le point rouge, qu'on va appeler la basse. Donc même, ce n'est pas une note qui est dans l'accord, mais potentiellement, mathématiquement en tout cas, elle est présente. Et d'un point de vue physique ou musical, le sens de cette basse, on pourrait dire, c'est la note la plus haute dont les harmoniques contiennent l'accord. Alors, c'est assez facile à voir ce que c'est. Dans l'exemple de Do, Mi, Sol, vous voyez, Do, Mi, Sol, je l'ai représenté ici. Donc là, c'est l'échelle des fréquences, des hauteurs de notes. Do, Mi, Sol est ici, contenue dans une octave. Et bien, cette note rouge ici, elle est 2 octaves. C'est un Do qui est 2 octaves plus bas, donc c'est une basse qui est 2 octaves en dessous. Et cet écart qui sépare cette basse qui n'est pas jouée, on peut l'appeler basse virtuelle, avec l'accord que j'ai appelé ici tessiture, c'est l'intervalle occupé par les trois notes de l'accord. Cette différence, on va appeler ça la hauteur de l'accord. Donc pour la triade majeure, cette hauteur fait 2 octaves. Et un autre exemple, très important, très basique, c'est la triade mineure. Alors je prends l'exemple de Mi, Sol, Si comme triade mineure. Il contient les mêmes intervalles individuellement, donc la triade mineure a la même dissonance que la triade majeure, qui est 8. Donc on ne peut pas distinguer la triade majeure et la triade mineure par la dissonance, ils ont la même dissonance. Mais ce qui fait la différence, c'est que dans la chambre, c'est la même chambre, si vous voulez, c'est ce même espace, les trois notes de la triade mineure sont disposées autrement, et donc disposées autrement par rapport à cette basse virtuelle. Et la différence essentielle, et je pense que c'est ça qui fait qu'à l'écoute, on apprécie différemment le mineur du majeur, c'est que cette basse est beaucoup plus profonde
dans le cas de la triade mineure. Elle est 3 octaves en dessous. Et peut-être que notre cerveau arrive moins à la percevoir ou à l'imaginer, et on pense le mineur comme un accord plus flottant, on peut penser ça. En tout cas, il y a une différence claire. Je ferai écouter des exemples bientôt. Alors, ces 2 exemples très simples d'accords justes, utiliser que les nombres 2, 3, 5. Mais comme on l'a dit, les fractions, il peut y avoir tous les nombres premiers qui participent. Et ce qu'on voulait, nous, c'est faire une représentation qui, pour les musiciens, en temps réel, pendant qu'ils improvisent, ils voient les accords qu'ils jouent comme des formes géométriques, ils voient les accords potentiels qu'ils peuvent former, et on voulait représenter ça de façon la plus pratique possible. Et alors, l'idée, ça a été d'enlever le facteur 2, l'octave, pour laisser la place pour représenter le facteur 7. Donc vous voyez là, c'est un choix de représentation. On met l'axe du facteur non premier 3 horizontalement, et 5 verticalement, et le facteur 7 venant vers nous. Ensuite, on va voir que les facteurs 11 et 13 interviennent aussi naturellement, donc on les met en diagonale. Donc par exemple, avec ces 4 notes là, Do, Mi, Sol, Si bémol, vous avez un accord de Do septième, de Do dominante. Voilà, je voudrais vous faire écouter maintenant des exemples. Je vais lancer un logiciel. Alors ça, c'est pas le logiciel professionnel fait par Alex, c'est un logiciel réécrit par moi pour pouvoir faire des essais. Donc, des fois, il plante. Je charge un exemple. Donc là, vous voyez, il faut penser qu'horizontalement. Donc c'est cette convention. Excusez-moi. Cette convention, horizontalement, c'est le facteur 3, verticalement, le facteur 5, et vers nous, c'est le facteur 7. Donc là, vous avez un Do, la quinte, le Sol, on descend le Mi bémol, une tierce majeure en dessous, et ensuite la quinte du Mi bémol, c'est un Si bémol. Voilà, donc on entend Do, Mi bémol, Sol, Si bémol, un mineur 7. D'accord ? Maintenant, je vais vous faire écouter un autre accord qu'on pourrait qualifier de Do mineur 7, mais qui est construit autrement. Donc, il aura une autre couleur. Donc, je vais sauver celui-là. Bon, ça a planté. Je relance. Voilà. Vous voyez ? Il est différent celui-là. Donc il y a le Do, le Sol, sa quinte, mais on a choisi comme Si bémol le facteur 7 quart. Donc ça fait, il est sur l'axe devant. Et ensuite le Mi bémol, c'est la quinte en dessous du Si bémol. Voilà, si on l'écoute longtemps, on s'y habitue, on l'apprécie cet accord. Voilà. C'est simple. Et si on charge l'autre, qui est plus conventionnel, il sonne faux par rapport. Enfin, il y a cette. Je vais vous faire écouter maintenant. On peut. Alors, là, c'est des exemples. Un accord plus riche. Cet accord, il est constitué donc de toutes ces notes. Alors c'est un accord assez regroupé, et la dissonance d'un accord, je vous rappelle, c'est la distance mutuelle. Donc plus un accord est fait de notes regroupées, plus sera consonant. Mais ensuite, ce qui fait la couleur d'accord, c'est sa forme. Donc là, il a cette forme. Vous pouvez En jazz, on appellerait ça un accord de Do semi-diminué. Ensuite, je vais en chercher un autre. On appellerait ça un accord de phase dominante, mais avec des tensions, vous voyez. Comme ceci.
Et dans la dimension 11, il utilise la fraction avec le facteur 11. C'est un exemple. Hein. Donc tous ces accords, vous voyez, on les construit juste en posant des notes qui forment un ensemble groupé. Et puis, par définition, comme c'est des intervalles justes, ça sonne bien. Et ensuite, selon les directions, les nombres premiers qu'on utilise, ça fait des couleurs différentes. Hein, c'est ça l'idée de cette construction. Je vais essayer de ça. Voilà. Alors pour terminer, comment jouer avec ça? Parce que c'est pas simple, hein. On a affaire à un réseau infini de dimensions infinies, il faut poser les notes et le musicien, lorsqu'il improvise, il faudrait qu'il puisse, comme disait Malik, jouer de façon la plus intuitive possible et la plus simple. Et bon, depuis tout temps, on sait que c'est très difficile de fabriquer des instruments avec des intervalles justes, parce qu'on est obligé de faire des choix. Et le choix, c'est le problème qu'on appelle le tempérament, le choix du tempérament. Et alors, il y a une idée qui se propose naturellement, c'est de ne pas faire le choix et au contraire, en temps réel, de choisir un tempérament en fonction de la musique présente. Hein, donc, voici la façon de faire. Alors, c'est une définition de ce qu'on appelle le tempérament adaptatif à 12 notes. Alors, pourquoi 12 notes par octave? Parce qu'on voulait utiliser, par exemple, un clavier qui propose 12 touches par octave ou un saxophone MIDI qui propose 12 touches par octave. Et on a le souhait plus tard de peut-être pouvoir utiliser des instruments acoustiques comme la flûte traversière. Alors si à un instant donné, un accord est présent, je donne la définition, si un accord est présent, eh bien le choix d'une prochaine note, par exemple lorsque le musicien appuie sur la quatrième touche, ou la cinquième touche, qui est la touche de Mi, voilà, eh bien il souhaite faire une note dans un intervalle de fréquence qui est un certain intervalle de fréquence, Dans cet intervalle de fréquence, il y a une infinité de nombres rationnels. Et bien l'ordinateur, ce qu'il va faire, il va choisir le nombre rationnel qui a la dissonance, qui va créer un accord de dissonance minimale. Donc, autrement dit, il va placer dans le réseau infini, le tonette infini, il va placer la note qui correspond au souhait de fréquence du musicien, mais qui est la plus proche de l'accord existant, en quelque sorte. Donc ça donne ces images-là, mais je vous le montre en direct. Par exemple, là je fais un Do, vous voyez. Alors cette image représente toutes les octaves. Vous voyez, il y a une octave, l'octave supérieure, etc. Et là je vais rajouter tous les nombres rationnels. Donc il y a une infinité de nombres rationnels, c'est tous les petits traits. D'accord ? Et par exemple, si on veut faire un sol, eh bien on souhaite faire, en faisant là il y a un Do qui sonne, si on veut faire un sol, il faut faire une note dans cet intervalle de fréquence. L'ordinateur repère tous les rationnels, il y en a une infinité, mais il y en a un qui a une dissonance minimale, c'est ce pic. Et donc il va choisir ce pic. Vous voyez ? Et alors, je mets le mode automatique, comme ça on choisit le sol. Et une fois qu'on a choisi cette note, il recalcule la dissonance de tout l'ensemble, et donc vous voyez, ça change de tempérament. Chaque fois, c'est recalculé en temps réel. Donc, voilà. Il y a un choix par demi-ton. Et alors ça, c'est un peu compliqué comme représentation, mais en même temps, on voit la représentation sur le tonette. Par exemple, lorsqu'on fait un Do, vous voyez, voici le Do, on fait le Sol, et vous voyez les notes du tempérament, ce sont toutes les notes représentées autour. C'est comme un nuage de notes qui est proche. Donc lorsqu'on fait Do Sol, eh bien, le nuage se déplace avec l'accord. Par exemple, si on choisit le Si, vous voyez, après ça propose d'aller à ce Fa dièse. Voilà, et comme ça, le musicien ne réfléchit pas. Ou plutôt, il pourrait dire, je voudrais faire ce Mi bémol qui est en dessous, et hop, vous voyez, ça fait cette forme-là. Et ensuite, il pourrait dire, je veux faire une forme allongée, donc je vais rajouter le Ré, vous voyez. Voilà, donc
musicien peut raisonner en termes de forme et de géométrie. Voilà. Et il faut bien imaginer que cette forme-là, c'est une forme qui vit dans un espace infini de dimension infinie. Et donc au cours du jeu, éventuellement, cette forme, cet accord pourra se déplacer. Alors, les propriétés de cette construction, c'est que c'est invariant par transposition. Hein, si on fait do, mi, sol, un accord majeur, si je fais, j'aurai la même forme. Hein, donc, ça c'est important. Mais par contre, ce n'est pas commutatif au sens mathématique, au sens où, par exemple, si je fais do, sol, mi bémol, si, vous voyez, j'ai fait do, sol, mi bémol, si. Donc j'ai cet accord do mineur 7 qui est représenté par cette forme. Vous voyez ? Si maintenant je fais plutôt do, sol, si bémol, mi, j'ai cette autre forme. Alors elle paraît fausse, mais on peut s'y habituer. Mais c'est une autre couleur finalement. Vous voyez ? Donc on ne peut pas plaquer un accord comme ça, il faut l'ordre compte. Parce que vous voyez, lorsqu'on fait un do, c'est clair, eh bien des si bémol, il y en a plusieurs dans le voisinage. Par exemple des ré, vous voyez, il y a un ré qui est là, qui correspond plutôt aux fréquences basses et un ré aux fréquences aiguës. Ça se voit bien aussi sur cette figure, où le tempérament, ce n'est pas le même choix dans les basses et dans les aigus. Par exemple, là, il y a la aigu qui est choisi ici. Par exemple, vous voyez le la bémol ici, ce la bémol qui est choisi, il est choisi normalement pour bien résonner avec ce qui est présent, mais si je le choisissais dans une octave plus bas, c'est pas le même la bémol qui est choisi. Voilà. Ça c'est un petit exemple. Alors, grâce à cet tempérament adaptatif, on peut donner une partition à un interprète. Hein, il n'a pas besoin de connaître la théorie. Par exemple, s'il joue cette partition, ce qu'il va faire, il va faire cet accord-là, un carré. D'accord ? Ça va former un carré. Pardon. Donc c'est le carré bleu ici. Et ensuite, si on descend les deux notes, vous voyez, eh bien, les deux notes bleues, là, le si et le do, sont devenus la et fa, etc. Je vais plutôt vous présenter là-dessus. Voilà. Donc ça, c'est déterministe, ce que je viens de faire. C'est complètement déterministe. Mais c'est guidé par un choix de dissonance minimale, enfin par cet algorithme, du moins. Et ça correspond à ce mouvement. Donc dans ce mouvement, il n'y a eu que deux types de transitions. C'est des transitions, on pourrait dire, comme des voice leading, de mouvements, de petits mouvements. Hein. Il y a un mouvement de 1 demi-ton qui est 20, 21e et un mouvement d'un ton qui est 8, 9e. Et au passage, vous avez peut-être pu reconnaître ce qu'on pourrait appeler une résolution du triton. Hein, à la fin, il y a eu un accord comme ça. Voilà, donc ça correspond à ce mouvement-là, etc. Donc on peut éventuellement s'amuser à explorer de l'harmonie classique là-dessus, enfin en tout cas essayer de trouver des relations. Voilà, et donc pour terminer, on a confronté un peu cette approche un petit peu, disons, théorique avec la scène, et donc Malik et Jean-Luc Lair et Maxime Zampiri à la basse et à la batterie, avec Alexandre à l'informatique. On a été à l'Hexagone de Mélan faire un concert. Et je vais vous montrer un extrait. Juste un extrait donc, de morceau. Morceau 5. Donc là, c'est sur le tempérament adaptatif. Est-ce que je vais montrer ça ? Ça marche ? Il faut que je coupe ça. Voilà. Comment je dois faire ?
je débranche pour voir si ça sort ici. Ouais. Vous lui dire de sortir par le mini jack. Ouais. Vous avez branché. Je sais pas. Peut-être ferme et ouvre. Ça c'est entrée, sortie. Il faudrait voir la sortie. Sortie. Ah, vous êtes sur l'HDMI. Ah, c'est marqué où? Au-dessus en haut, non? Ah là? Ouais. J'ai pas le choix. On peut pas changer. C'est vrai. Non, désolé, je sais pas. Il n'y a pas le son. Bon, ça reviendra peut-être tout à l'heure. Bon, alors peut-être tout à l'heure. Là, juste donc conclusion, hein, c'est qu'avec le tempérament adaptatif que j'ai présenté, ça permet de jouer avec des accords justes, dont la dissonance est minimale, et puis éventuellement de jouer sur scène, de façon avec des musiciens. La définition de dissonance que j'ai présentée ici, bon, on peut en discuter, mais elle n'est pas très importante. On pourrait faire un autre choix, ce serait un peu équivalent, ça donnerait les mêmes résultats. On a une représentation des accords sur le réseau Tonet de Euler, c'est assez classique en musique juste. Et les perspectives, c'est que bon, il y a beaucoup de choses qu'on a ignorées, des questions importantes comme l'intensité des notes, le timbre des notes, n'intervient pas dans notre analyse. On pourrait éventuellement aussi combiner avec des aspects rythmiques. Et puis, au lieu de devoir utiliser des synthétiseurs et des contrôleurs MIDI, on pourrait essayer de faire cette musique avec des instruments acoustiques, ce qui apporterait beaucoup en richesse et en intérêt. Voilà, merci. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions sur ça? C'est ça. Non, mais ça avance un peu plus. Moi j'ai plusieurs questions en tout cas. D'une part, en fait, on ne peut pas représenter en absolu des accords avec, je sais pas, des distances relatives entre plusieurs accords, quoi, entre couleurs d'accords, dans le sens où en fait ça dépend de l'ordre. Enfin, je veux dire, par exemple, un do mineur 7, du coup, selon l'ordre qu'on va faire, il va être représenté différemment, il va sonner différemment en fait. Selon l'ordre où on l'introduit, Voilà, ouais. Et ce ne sera pas le même accord. En fait, il ne faut Ouais, pas forcément l'appeler ouais. do mineur 7. Oui, c'est ça, ouais. Donc on peut pas faire, entre guillemets, pour les accords standards, il n'y a pas de... On peut pas dire, par exemple, un do mineur est distant d'un autre accord, parce qu'on parlait justement de distance entre les accords au début, parce que c'est aussi sur ça que je travaille. Et du coup, en fait, il n'y a pas d'absolu, quoi. Par exemple, C'est-à-dire, pour la entre un do triade do mineur, majeur, là, il n'y a pas trop d'ambiguïté. Il y a un choix vraiment qui s'impose. C'est le triangle que j'ai présenté. Et pour un do mineur 7, il y a plusieurs choix équivalents, donc ce sera vraiment des formes différentes. Et après, il faut... Ce qui définit vraiment un accord juste, ce sera le choix de ces notes sur le réseau, donc la forme qu'il a. et la forme est liée vraiment à la couleur... Qu'on entend? Ouais. Enfin, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on peut à l'écoute au bout d'un moment reconnaître. Oui, je pense, oui. Ouais. Dès que... Et même si... Alors, oui, parce que disons, la forme détermine vraiment les notes, les fréquences. Hein, donc détermine le son qu'on entend. Après, savoir si avec l'entraînement on peut dire tiens là c'est telle forme. Je pense que c'est assez clair avec les fractions qui utilisent 2, 3, 5, 7 et 11 et 13 aussi avec un petit peu d'habitude. Vous voyez, dans l'image de début, il y a des couleurs bien spéciales à chaque direction en fait. Voilà, ouais. D'accord. Alors après, les choix, c'est une histoire de choix, mais elles ont des couleurs différentes, donc ça donne tout un potentiel d'utilisation pour la musique. D'accord. Et d'autre part, le choix dans la représentation avec la chambre là,
Le choix de la basse, pourquoi c'est celui qui est en fait au fond là, comme ça. Enfin, c'est un choix. Alors, parce que cette chambre, le réseau Tonnet, c'est un. Ah non, ça ne sort plus. Attends, excusez-moi, je vais vous montrer l'image. C'est un réseau orienté, d'accord? Il y a un sens où on fait x2 et l'autre on divise. Et donc le fond de la chambre est différent du sommet de la chambre. La chambre, est, comme c'est orienté, il y a un fond, et ça correspond à la note de la plus basse. Comme je disais, la propriété, que c'est une note qui contient l'accord dans ses harmoniques. Donc en principe, si on jouait cette note toute seule, très riche en harmoniques, il y aurait l'accord dedans. Est-ce que c'est lié au différentiel ou partiel Partiel. Je sais pas, les frottements par exemple entre deux notes, on appelle parfois différentiel ou partiel. Est-ce que la basse dont vous avez parlé, elle est liée à cette différentiel ou à cette partielle? C'est vraiment, la basse, c'est vraiment... Parce on ne l'entend pas, cette basse. Alors, on ne l'entend pas. Par contre, c'est intéressant de savoir que si elle n'est pas profonde, eh bien on l'entend. Donc c'est une illusion auditive qui est bien connue, qu'on appelle l'illusion de la basse manquante. Si vous faites des notes, je pourrais faire l'expérience, mais parfois on l'entend. Par exemple, ça, si vous écoutez la musique sur un poste de radio, vous voyez, qui garde que les fréquences hautes, qui coupe le bas, mais vous entendez quand même la fondamentale, alors qu'elle n'est pas présente physiquement. Donc cette fondamentale est parfois recréée, à condition qu'elle ne soit pas trop basse. Et c'est ça que j'imagine, bon, après je ne sais pas si les spécialistes y en pensent, mais la différence entre un accord majeur, une triade majeure et une triade mineure, c'est que dans la triade majeure, cette basse n'est pas très profonde, et donc peut-être notre cerveau est sur le point de l'entendre, ou de la recréer, alors que dans l'accord mineur, elle est tellement basse que là, elle est hors de portée. C'était même pas la note, c'était un do, non, pour l'accord mineur? Pour l'accord mineur, c'était pas... C'était mi, sol, si. Pour mi, sol, si, c'était un do. C'était un do, donc ça, c'est en plus une note différente. Enfin, je veux dire, demi sol, la basse c'était un do. Grave, mais le mi c'était non seulement plus grave, mais en plus. Elle n'est pas présente en quelque sorte. C'est une note étrangère à l'accord. Enfin, je veux dire, ces notes qu'on entend pas. En quelque sorte, oui. Il y a des cas où la note basse va être contenue dans l'accord, alors qu'il y a des cas où la note basse sera une note qui ne sera pas contenue dans l'accord. Oui. Est-ce que tu penses que ça peut faire une différence, on va dire, est-ce que ça peut faire une différence dans l'appréciation des objets musicaux, ça? J'imagine, oui. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. En tout cas, ça peut être un bon facteur de choix. Oui. Choisir des éléments Voilà. dans la basse est présent dans l'accord et des éléments dans la basse n'est pas présent. Par exemple, il y a toutes les notes de la chambre, et cette chambre dont j'ai parlé, donc la basse c'est vraiment l'extrémité de cette chambre, mais il y a plein d'autres notes qui sont étagées en fréquence. Et c'est des propositions en quelque sorte de notes pour un accompagnement de basse, par exemple, automatique ou même pour un bassiste. Ce seraient des notes pertinentes. Donc, après, il y a, voilà, ça ouvre beaucoup de suggestions pour la composition, même l'improvisation. Oui, et je me demandais en fait, vu que la distance entre les notes ici, cette formulation de la distance prend en compte un peu les harmoniques des notes, enfin la fréquence fondamentale, mais aussi les harmoniques et le rapport qu'il y a entre eux. Ça doit donc dépendre aussi du timbre, comme vous disiez au début, qui fait varier en fait le volume de l'amplitude de ces différentes harmoniques. Est-ce que ce modèle qui permet de en fait, cette formulation de la distance entre les notes, elle pourrait être enrichie en prenant en compte justement le timbre des instruments. Donc, et est-ce que ça aboutirait à une déformation un peu de l'espace dans lequel est calculée un peu ces distances, ou quel impact ça aurait sur la tête de l'espace? Alors c'est pas, ça remet pas en cause ce modèle, parce que les harmoniques c'est bien sûr des multiples entiers, donc ils appartiennent aux tonnettes en quelque sorte. On peut voir les harmoniques comme des notes attachées qui appartiennent aux tonnettes, mais on les perçoit pas comme des notes. D'accord, le timbre on le perçoit pas comme des notes étrangères, mais comme plutôt participant au timbre. Et oui, enfin, il me semble qu'il faudrait en effet développer dans cette direction, c'est-à-dire tenir compte du timbre des notes qui forment l'accord,
pour éventuellement donner des propriétés de l'accord qui dépendent du timbre. Ça me semble important. Là, je ne l'ai pas fait du tout. Voilà, là, c'est comme... C'est un point que j'avais... c'est un point que un truc que j'avais pointé... C'est un aspect que j'avais pointé, une question en tout cas que j'avais pointé au début quand on a commencé ça, c'est-à-dire que quand on est dans le tonnet avec un son timbré, quelque part on déforme le tonnet, alors que quand on est, enfin je pense que le moyen le plus idéal pour pouvoir le restituer, c'est des sinus, quoi. C'est des sons sinusoïdaux sans harmonique. Et là du coup évidemment du coup on est vraiment dans l'exploration pure et simple du tonnet. Et du coup si on le parcourt avec des sons sinusoïdaux et que à ces sons sinusoïdaux on assigne des amplitudes différentes, on va pouvoir recréer aussi des timbres. Et on peut éventuellement, ça c'est un truc qui a été fait par les compositeurs de musique spectrale de toute façon, c'est justement de déduire une topologie dans le tonnet à partir d'un timbre et ensuite de faire correspondre les trajets permis dans ce tonnet. Il y aura des choses préférentielles qui seront relatives au timbre qu'on aura choisi. Donc on est en pleine musique spectrale. Mais, voilà. Mais ce qui est intéressant avec l'outil informatique, en tout cas, c'est que il met notre perception en face de sa propre approximation. C'est-à-dire que quand on parcourt le tonnet avec des sons sinusoïdaux, moi ça me fait exactement le même effet que quand je suis face à des mouvements restitués en images de synthèse. C'est-à-dire que mon cerveau est obligé de recréer des approximations, en fait, là où il n'y en a pas. Et que donc du coup ça me met dans une perception un peu spéciale, quoi. C'est très utopique en fait, disons que je pense que la musique juste, elle est possible que à notre époque, parce qu'on a les outils informatiques. C'est comme l'histoire entre le match de Go là, voilà, c'est-à-dire qu'il y a certains outils qui sont là, il y a certains objets qui sont là dans l'humanité depuis la nuit des temps et qui semblent n'attendre que ce moment qui leur permette d'avoir leur plein potentiel. Et donc la musique juste, elle est là depuis super longtemps dans les esprits, dans la culture, on flirte avec depuis très longtemps. Mais du coup, je pense qu'il n'y a que maintenant, dans notre époque, qu'elle peut vraiment s'exprimer pleinement grâce à l'informatique, quoi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est... Et juste, alors pas une question, plutôt juste un commentaire. Ici, on a aussi un peu travaillé avec le tonnet, mais vraiment dans une version différente, parce que c'est la version du tempérament égal, et notamment réduit à l'octave, donc avec juste 12 éléments. Et en fait, je voulais juste dire qu'on a travaillé aussi avec un compositeur qui s'intéressait au fait d'utiliser le tonnet dans un cadre d'harmonisation par critères de proximité. Donc c'est quand même assez proche de la démarche. Ce qui est intéressant, c'est que c'est Jean-Marc Chouvel, et ce qui est intéressant, c'est que en fait, pour harmoniser, donc il utilisait ce critère de proximité, mais avec une relation de voisinage associée à différents types d'intervalles. Donc, alors que là où, donc dans cette version effectivement, et dans la version traditionnelle tonnet où le voisinage correspond à la base à une définition de la consonance, donc avec les intervalles qui sonnent juste. Lui, il avait fait des tests avec des intervalles beaucoup plus dissonants, et où du coup, finalement, harmoniser par critères de proximité donne des résultats très différents, et avec des couleurs et des choses. Donc voilà, c'est juste, je trouve que c'est un écho assez intéressant, toujours dans cette démarche d'associer une relation de voisinage ou une relation de distance à une propriété musicale ou une notion de consonance ou dissonance, mais qui est sujette à différentes définitions. Et alors, est-ce que, j'aurais une question en retour, est-ce que les facteurs 7, 11, 13 sont utilisés dans ces études du tonnet? Alors, pas vraiment, puisque c'est vraiment une autre version du tonnet où
où finalement les voisinages sont définis par des intervalles, mais vraiment dans le tempérament égal. Alors on retrouve la quinte, la tierce ou quoi, mais c'est, voilà, comme on est dans le tempérament égal, on ne peut pas parler vraiment de facteurs exacts et de rapports de fréquence au niveau juste comme ça. C'est une approche différente. C'est le TONETS 3.5 alors le TONETS 3.5 ou tout autre qui respecte effectivement le fait qu'en allant en faisant haut droite ou droite haut, qui respecte cette propriété de commutativité qui permet d'arriver et en fait n'importe quelle combinaison d'intervalles, d'ailleurs en 2 dimensions ou en plus, qui respecte toujours la commutativité, va permettre de définir un espace d'intervalle différent et un univers différent pour l'harmonisation. Oui, à ce propos, il y a des études où en fait on appelle pas ça TONETS, mais des réseaux harmoniques, et les compositeurs américains en particulier. Il y a eu tout un courant de compositeurs américains après Harry Partch qui a développé l'intonation juste. Et il y a un compositeur américain qui s'appelle Ben Johnson, Johnson, qui en fait a utilisé des réseaux harmoniques qui vont jusqu'à des nombres premiers, 13, 17, je crois qu'il utilise 7 ou 8 nombres premiers, donc des réseaux multidimensionnels qui sont à 8, 9 ou 10 dimensions. Donc il se promène. Alors lui, il n'a pas, c'est pas une démarche d'adaptative tuning qu'il utilise, mais c'est une démarche, à partir de ce réseau, il se promène et il fabrique ses propres tempéraments, et avec ces tempéraments, il compose. Voilà. Donc ça, c'est une première remarque. La deuxième remarque que je voulais faire, c'est que l'idée de basse, que vous... en fait, c'est une espèce de théorie schenkerienne. Schenker était un musicologue qui, en fait, construisait une basse virtuelle pour analyser l'harmonie. Donc, c'est un petit peu ce que vous refaites avec des méthodes mathématiques moderne, alors que lui, il faisait quasiment à l'oreille, ce qui revient à peu près au même, je pense. Bon. Voilà. Et voilà, donc je pense aussi que peut-être c'est important de situer votre démarche par rapport à ce qui a été fait parmi les compositeurs américains, puisque en fait, l'intonation juste, c'est aussi une certaine esthétique. Et dans le jazz qui est développé par Malik, c'est quelque chose qui est sans doute une autre esthétique que ce qu'ont fait les compositeurs américains. Et donc il faut aussi peut-être en donner la justification théorique de pourquoi ce serait comme ça. Justification théorique, vous voulez dire Donner une justification théorique du fait qu'il y ait des gens qui utilisent l'intonation juste de 2 manières différentes, parce que l'esthétique jazz faite par Malik est différente de l'esthétique des gens qui ont suivi le courant Harry Partch, Harrison, etc. Donc qu'est-ce qui fait, la question un petit peu qui intéresse les musicologues, c'est qu'est-ce qui fait que finalement une même théorie plus ou moins mathématisée va donner des esthétiques différentes, alors que finalement les règles d'enchaînement harmoniques sont de la même nature. C'est peut-être pas une question qui nous intéresse. Il faudrait que j'arrive à faire écouter l'extrait du concert. C'était vraiment... Je redémarre l'ordi, ouais, c'est branché. Donc là, bon, si ça marche, Malik jouait, improvisait sur ce tempérament adaptatif et accompagné de la basse fretless. Alors Jean-Luc à la basse, c'est une basse fretless. Alors là, bien sûr, il était maître de son instrument, mais il avait un écran qui lui montrait les fréquences conseillées, et donc il essayait de s'adapter à l'oreille. Et puis, il avait des indications de centièmes. Il avait on va dire un indicateur qui lui disait si sa note était plus ou moins à l'endroit souhaité par le TONETS. Donc il pouvait la moduler pour la rendre le plus juste, entre guillemets, possible par rapport au...
sur le papier, dans l'écriture en fait. Ah, c'était la machine qui générait la représentation. D'accord, c'était pas. Je vais en mettre. Là, Malik pose des accords là, pose des notes. Je mets un autre passage plus calme. Donc là, vous voyez bien que c'est pas tempéré, quoi. Et c'est un adaptatif, je crois. Ouais, Selon les chemins que Jean-Paul, il fait un choix différent. Vous pouvez sur ma page web écouter des extraits comme ça.